l'impact des nouvelles technologies, nouveaux métiers, nouvelles organisations, nouveaux statuts et nouvelles formations, égalité hommes-femmes. Et pour cela, j'appelle tout de suite Anne-Marie Joly. Anne-Marie Joly, bonjour, venez me rejoindre s'il vous plaît. Vous êtes conseillère du président de la... Installez-vous, prenez place pendant que je vous présente. Vous êtes conseillère du président de la commission des titres ingénieurs, plus connue sous le nom de la présidence, oui, plus connue sous le nom de CTI, car vous étiez vice-présidente vous en étiez la vice-présidente jusqu'en 2018, et vous assurez de nombreuses fonctions au sein d'organisations européennes. À vos côtés, j'appelle Laurent Servoni. Après votre formation d'ingénieur à l'Essier, vous devenez consultant chef de projet chez Capgemini, où on vous remarque et on vous conseille de faire un doctorat à l'université de Rouen, ce que vous faites. Après avoir géré votre propre cabinet de conseil pendant 18 ans, tout en étant professeur associé, vous avez rejoint ensuite deux grands groupes et vous êtes maintenant directeur intelligence artificielle chez Talent Consulting et co-animateur du Talent Research Innovation Center. Et vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'ANDES, l'association des docteurs de France. À vos côtés, je vais appeler Steve Peguet. Bonjour, installez-vous. Vous avez débuté votre carrière dans le secteur de la finance pour accompagner les banques dans leur transformation numérique. Et puis, vous avez travaillé pendant 7 ans pour les administrations d'État et les collectivités territoriales autour de l'e-administration. Puis, vous avez rejoint Atos en février 2011, où vous exercez maintenant la fonction de directeur de l'innovation France. Alors, votre objectif est de décliner la démarche Open Innovation d'Atos en France et de proposer, bien sûr, les innovations issues des activités R&D et de faire connaître les enjeux liés à la transformation digitale. À vos côtés, j'appelle Jacques Fayolle. Bonjour. Voilà, venez vous installer. Vous êtes président de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, le CDEFI. Vous êtes directeur de Télécom de Saint-Étienne. Vous participez activement au développement d'organismes de recherche, d'incubateurs et de réseaux, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes, comme le réseau des Learning Labs, le cluster Digital League, l'incubateur Usine, le conseil développement de Saint-Étienne Métropole. Et vous êtes également membre du comité de pilotage de l'Institut Carnot Télécom et Sociétés Numériques. À vos côtés, enfin, j'accueille en Hubert Labourdette. Bonjour, venez vous installer. Vous êtes le vice-président des opérations stratégiques d'Assystem Énergie et Infra. Vous assurez la direction du groupement Engage, le consortium retenu pour le contrat d'ingénierie des bâtiments et des infrastructures d'ITER. Vous êtes aussi le président de la commission internationale du Syntec Ingénierie. Alors, je vous propose qu'on parle ensemble pendant une bonne demi-heure, peut-être un tout petit peu plus, et puis on laissera quelques minutes quand même à la salle pour poser quelques questions. La première que j'avais envie de vous poser, je pense que c'est à Laurent Servoni, puisque lorsqu'on a préparé cette table ronde, vous avez dit que pour vous c'était difficile de se projeter à 20 ans. Expliquez-nous pourquoi. Ça fonctionne ? Oui. Merci beaucoup. Effectivement, parce que si on fait l'exercice arrière, c'est-à-dire revenir 20 ans en arrière, et qu'on regarde la situation il y a 20 ans, est-ce que, donc autour des années 2000, on s'aperçoit que personne n'était capable de prédire la situation d'aujourd'hui. Par exemple, si on prend quelques technologies, autour des années 2000, personne n'avait un smartphone comme l'iPhone qu'on a aujourd'hui, et même quand il est sorti en 2007, beaucoup d'entreprises disaient « ça ne remplacera jamais le BlackBerry qui est la référence en téléphonie ». On voit aujourd'hui que, évidemment, la situation a changé. De même, dans les langages de programmation, si on prend les langages de programmation des années 2000, on enseignait Java et on n'enseignait absolument pas Python, qui était très 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 loin, évidemment, alors qu'il existait depuis longtemps, mais qui n'était pas enseigné, alors qu'aujourd'hui, Python a rejoint Java ou même dépasse sans doute Java dans les usages. Et si on fait cet exercice, en fait, de revenir encore 20 ans plus tôt, dans les années 80, quand moi j'ai fait l'Essier, on travaillait avec quelqu'un qui était maintenant connu, qui est Yann Lequin, sur les réseaux de neurones, et personne n'aurait dit et en 2000, on n'utilisait absolument pas les réseaux de neurones ni l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on se cachait même pour parler d'intelligence artificielle. C'était un mot qu'on n'utilisait plus. Alors, de temps en temps, on disait informatique avancée. Mais en tout cas, on voit bien que si on fait l'exercice arrière, il est très difficile donc de se projeter à 20 ans. Par contre, il y a quelques grandes tendances.
qui sont le numérique, Internet et puis l'IA aujourd'hui. Et on voit bien que ça, effectivement, ça a imprégné, les technologies numériques ont imprégné à la fois les entreprises et les enseignements. Et donc, il est évident que ces trois outils, ces trois technos, que sont le numérique, Internet et l'IA, vont façonner, ont déjà commencé à modifier la société, et que ça va évidemment avoir un impact dans les 20 ans qui viennent. Et donc, en changeant la société, inévitablement, ça doit changer les modes d'enseignement, ça doit changer les pratiques dans les entreprises et les relations entre entreprises et écoles d'ingénieurs ou universités. Alors Steve Peguet, pour vous, c'est encore plus rapide. La révolution d'ingénieurs, c'est pour 2024, c'est pas pour 2040. Je m'inscris dans ce qui vient de dire précédemment. Alors, je suis membre de la communauté scientifique, donc on réfléchit justement à 4 ans. Je vous conseille de télécharger les Ascent Journées, puisque on ouvre complètement cette réflexion auprès de nos clients et l'ensemble de l'écosystème, école, académique, pour partager justement notre vision et surtout notre stratégie, puisque je pense que le premier constat qu'on peut faire aujourd'hui par rapport à justement cette vision 2024, c'est un constat d'abord d'humilité. On a beaucoup parlé de TRL, de R&D, on a beaucoup travaillé, nous, et notamment depuis le rachat de Bull, où il y avait beaucoup de brevets, très centrés sur une propriété intellectuelle maîtrisée. Ce que vous disiez tout à l'heure, avec l'option de TRL, une politique industrielle. C'est vrai que, et vous l'avez parlé et introduit derrière autour de la créativité et de liberté, les choses vont quand même beaucoup plus vite sur les aspects business. Hein. Vous avez parlé d'Elon Musk, hein. Regardez SpaceX, ce qui se passe pour Ariane, toutes les questions que ça peut engendrer, ce qui se passe avec la voiture Tesla pour l'automotive. Heureusement, ils n'ont pas encore sorti d'avion, mais qui fait que derrière les organisations s'organisent différemment. Alors Gartner l'a pas mal théorisé autour des organisations bimodales, et c'est en tant que directeur de l'innovation, moi justement je suis sur le deuxième mode, hein. C'est un peu le mode samouraï, hein, qui est plutôt le côté TRL, R&D et la créativité de compétences, hein, ce que vous citiez tout à l'heure. Et on a besoin aussi de l'innovation centrée sur la valeur, beaucoup plus sur le business et l'accélération justement des nouveaux modèles, qui va être beaucoup plus centrée sur l'innovation et une nouvelle forme de créativité qui est, hélas, et je pense que là où je viens aussi voir là, est mal enseignée. Aujourd'hui, dans le système qu'on peut avoir, on est dans les écoles d'ingénieurs, dans l'académique, soit centré sur un savoir-faire et un savoir qu'on va évaluer, soit sous forme de projet, soit sous forme d'évaluation, hein, pour garder. Et évaluer la créativité, c'est très compliqué parce que derrière, justement, cette notion nouvelle de talent, comment l'évaluer, comment l'enseigner. Certes, il y a des méthodes, on parlait de design thinking, on parlait de d'autres aspects, mais c'est très difficile à développer, c'est très difficile à enseigner, et c'est encore plus difficile, je pense, de demander à nos étudiants d'être de plus en plus créatifs. Et pourtant, vous l'avez entendu, c'est demandeur. Et aujourd'hui, moi, je suis confronté à beaucoup de jeunes, hein, qui viennent dans notre entreprise au niveau de l'innovation, et c'est très difficile d'aller rechercher ces talents et cette créativité parce que ils sont souvent plus attirés par les grandes entreprises. Pourquoi? Parce qu'ils disent mon grand-père, lui, est rentré dans une entreprise pour faire carrière. Vous, je me mets dedans, j'ai plus beaucoup de cheveux, et je commence à avoir. Vous étiez très mobile et vous avez vu mon parcours. J'ai fait yo-yo dans le public, dans le privé, dans la finance, dans le secteur public, et là multisecteur derrière. Ils cherchent une raison d'être, une raison de comprendre, de sens. Hein, on a pu le voir dans le témoignage précédent. Et c'est vrai que c'est un nouvel enjeu pour nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a publié une raison d'être, hein, d'être acteur de confiance sur un nouveau territoire, espace du numérique, pour justement que toutes ces stratégies, cette vision, s'appuient sur une vraie raison d'être, une organisation qui est beaucoup plus bimodale pour développer l'intrapreneuriat notamment, et justement attirer aussi ces nouveaux talents autour de cette nouvelle forme de créativité que, en tant qu'entreprise, on doit valoriser. Merci beaucoup. Alors, on a parlé tout à l'heure avec les entreprises qui se sont exprimées d'industrie collaborative. Hubert Labourdette, pour vous, la grande tendance, c'est le BIM, le Building Information Modeling. Est-ce que vous pouvez expliquer ce concept en infrastructure et est-ce qu'il est adaptable à d'autres types d'entreprises? Oui, effectivement, je représente le Syntec juste pour bien cadrer le cadre de la discussion. Le Syntec, c'est donc le Syntec Ingénierie, donc les entreprises d'ingénierie qui
contribue à la réalisation des grands équipements en France. Ça représente à peu près 239 000 personnes, 25 milliards de chiffre d'affaires, et le Syntec Ingénierie, par définition, ne vend que des prestations intellectuelles. Depuis quelques années, on est confronté en fait à une montée de la complexité très importante dans les infrastructures et les équipements, avec beaucoup de problématiques différentes, des problématiques de complexité technologique, de complexité de réalisation, d'adaptation, d'acceptabilité par le public. Et face à cette montée de la complexité, il y a une mise en place d'une gestion de la data. C'est quelque chose, et vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, qui est en place depuis un petit moment déjà dans l'aéronautique, dans l'automobile, où l'ensemble de la chaîne de conception a été numérisé au travers de logiciels. Dans le bâtiment et dans les équipements, ça arrive maintenant à grande vitesse chez nous, et on est en train de faire ce qu'on appelle le Building Information Modeling, c'est-à-dire en fait la numérisation de l'ensemble de la chaîne du cycle de vie d'un équipement. Donc depuis sa conception jusqu'à sa mise en œuvre, jusqu'à son exploitation et sa fin de vie. Donc c'est un processus qui est très complexe. Hein. On utilise des logiciels qui nous permettent de modéliser en 3D, en 4D, en 5D, en 6D. Ça veut dire être capable de représenter un objet technique sous forme 3D, mais c'est aussi être dans la capacité d'y associer une planification avec une modification de la construction de l'ouvrage en fonction du temps et la gestion des interfaces et des coactivités. C'est aussi associé à l'objet son coût, son niveau de charge, quel nombre de personnes il va falloir mettre, et son risque. Comment on gère les risques? On voit bien aujourd'hui que dans les grands projets industriels et d'équipement, le risque est souvent très important, ce qui engendre beaucoup de retard, de délais, de surcoût. Je vous ferai pas la citation de quelques projets aujourd'hui qui sont un peu à la peine en France. Voilà, donc on est aujourd'hui dans cette mouvance-là. Donc on met en œuvre ces outils numériques de gestion des data. Et en fait, on est confronté à la fois à la nécessité absolue que les ingénieurs connaissent bien leur métier, puisque on peut pas modéliser quelque chose qu'on ne connaît pas, mais aussi à la nécessité d'avoir des process qui sont robustes et qui permettent finalement, avec des outils qui nous apportent plus de rigueur, de rendre ces outils performants. Il y a une citation en anglais, que je vous ferai en français parce qu'elle n'est pas très correcte en anglais, qui est de dire si on modélise un process qui ne fonctionne pas, on aura un process qui ne fonctionne pas qui sera modélisé. Donc en gros, il faut que dans les façons dont on modélise et on utilise les informations et ces systèmes d'information, on soit capable de se remettre en question. Et ça, c'est un vrai métier, qui est de définir la façon dont on va procéder, les process, les procédures, les responsabilités, les modes de modification de ces process pour que ces outils soient performants. Sinon, ils ne font que mettre en exergue des fonctionnements qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas nominaux, et ça amplifie le problème plutôt que de le régler. Alors on parle nouvelle technologie. On a parlé d'intelligence artificielle. Je remarque d'ailleurs qu'on n'utilise presque plus, je l'entends plus parler, le mot informatique. Mais justement, j'ai une question à vous poser. Pour vous, l'informatique est-elle une science ou une technologie? Qui veut répondre? Steve Foguet. Passez le micro. Alors je fais attention parce que ça me rappelle, j'ai de l'UPMC avec l'ENSA, j'avais fait un DEA de robotique autonome. Et il y avait Claude Allègre qui était venu visiter les labs IA du PMC. Et à l'époque, ce que vous disiez tout à l'heure, c'était très scientifique puisqu'on n'avait pas la capacité de calcul pour pouvoir l'appliquer. Donc on pourrait dire que c'était science. Et il avait dit, de toute façon, l'informatique, c'est une technologie, ce n'est pas une science. Parce qu'il y avait quand même, je dirais, au vu de tous les efforts qu'on pouvait faire derrière, on était assez surpris derrière. Alors peut-être qu'à l'époque on pourrait le voir comme ça. Moi je pense que c'est ce qu'on a pu voir en tout cas chez Atos avec l'événement du quantique, l'IA justement, où la technologie dépasse même aujourd'hui puisqu'on est sur des mathématiques datant des années 80, ça a été dit derrière. Et je pense qu'il y a tout à réinventer dans le domaine maintenant que la technologie justement dépasse les algorithmes et les mathématiques derrière. Et on a un retour aux sciences.
Et on le voit avec le quantique, notamment, et innovation. Nous, par exemple, on a une communauté, un conseil scientifique où dedans on a quand même Serge Haroche, prix Nobel de physique, et Cédric Villani, médaille Fields en mathématiques, qui nous aident à se projeter sur le quantique de demain et justement à être plus dans l'innovation que dans la R&D. Parce que hélas, on n'est pas dans le bon continent. C'est-à-dire, vaut mieux être aux États-Unis chez IBM ou en Chine avec les investissements et ça se compte en milliards de dollars ou en milliards d'autres monnaies en Asie, qu'en Europe, où aujourd'hui on n'a pas pris encore conscience de cette rupture et de la nécessité, notamment pour notre souveraineté, sur le sujet. Alors, peut-être qu'avec l'arrivée de Thierry Breton à la Commission européenne, les choses vont bouger, je nous le souhaite, mais blague à part, c'est un enjeu énorme du retour justement des mathématiques et de la physique dans l'informatique. Et ça, c'est indéniable, et on le voit nous dans nos recrutements, on a de plus en plus de docteurs pour mieux simuler. Et on fait plus chez Renault, par exemple, de crash test. On fait avec les puissances de calcul, tout est virtuel. Je le disais et ça, c'est quand même obligatoirement des équipes mixtes qui doivent travailler à la fois l'algorithmie, la puissance de calcul, mais aussi la simulation, en mécanique et tout le reste sur le sujet. Mais de l'autre côté, quand on parle nous du quantique, on a été plus loin puisqu'on a travaillé quand même. Et ça, je vous le mets à disposition, c'est gratuit. On a mis en place MyQLM, tout un IDE comme Eclipse, toute comparaison derrière, gratuit pour les étudiants, pour que derrière il y ait déjà des cours de quantique, parce qu'on sait que demain ça va être la révolution dans l'informatique. Tous les langages qu'on a pu donner dans le quantique, on les oublie. On n'est plus avec des 0 et des 1 quand même, on est avec des qubits. On a une capacité de simulation de l'ordinateur quantique avec notre HPC, on va jusqu'à 41 qubits. Il y a des universités aujourd'hui qui ont se doté de cette puissance justement nouvelle pour travailler sur des nouvelles pistes de recherche. Et ça, c'est mis à disposition, c'est en France, cette chance-là. Et demain, il va falloir ces nouvelles ingénieurs, ces nouveaux docteurs spécialisés dans cette nouvelle science, j'appelle plus de nouvelles technologies derrière là-dessus, où il y a tout à faire et tout à inventer. Merci beaucoup. Jacques Fayolle. Oui, bonjour à tous. Donc, je représente la conférence des directeurs d'école française d'ingénieurs. Je voulais peut-être compléter, voire m'inscrire un petit peu en faux par rapport à la réponse qui vient d'être faite. Et dire, enfin, vous savez, un académique, quand on lui pose une question comme ça, il a tendance à dire la question est mal posée et on va la reformuler. Et du coup, j'ai tendance à répondre les deux. C'est-à-dire que ça dépend quand même du secteur d'activité dans lequel on se place. Et je comprends tout à fait Atos, qui est quand même une entreprise très numérique avec un secteur d'activité très orienté sur le digital, qui fasse une réponse très orientée sciences, apport des mathématiques, etc. Quand on regarde le spectre global et qu'on regarde la question des ingénieurs 2040 et donc ceux qu'on a dans nos écoles en ce moment même, pour rebondir sur ce que disait Constantin, on a un panel qui est extrêmement large avec l'importance évidente d'avoir un socle fondamental de connaissances dans ces domaines-là. C'est très clair et ça se traduit très concrètement, et Anne-Marie pourra peut-être compléter sur ce volet-là, sur le fait que notre organisme d'accréditation qui est la CTI a demandé cette année un focus sur l'usage de ces technologies à chacune des écoles qui passent dans la vague d'accréditation actuelle, pour savoir effectivement comment c'était mis en place en termes d'infrastructures ouvertes aux étudiants, en termes d'apport dans les cursus de formation. Donc il y a un socle. Et un sens, c'est une technologie. Et puis évidemment, il y a tout le côté spécialiste. Il y a la question du BIM, par exemple, qui contribue à ça. Enfin, on peut aller sur différents sujets, l'IA, le quantique, évidemment. Et en ce sens, c'est une science et qui connaît un développement très important. Je profite d'avoir le micro pour dire deux mots sur le fait que cette question du numérique au sens large et de la transition numérique, elle a au moins 3 enjeux. Elle a un premier enjeu qui est que, enfin, il y a un certain nombre d'entreprises dans la salle, toutes les interactions qu'on a, soit avec les branches, soit avec les entreprises en direct, montrent que on manque d'ingénieurs en France.
L'IESF a ses études, la CTI a ses données, la CDFI a ses données qu'on partage au passage. L'estimation actuelle qu'on avait faite il y a 1 an et demi maintenant montre qu'il faudrait qu'on forme 10 000 ingénieurs de plus par an. Et à côté de ça, le spectre scientifique sur lequel on doit former, il se réduit pas, il augmente d'année en année. Donc on a un challenge à relever qui est de former plus de gens en un temps qui doit pas trop s'allonger. Alors après il y a voilà, on nous a à l'œil. Après il y a la question de la formation tout au long de la vie qui est une autre dimension sur laquelle je rentre pas. Je reste sur la question juste de la formation initiale. Et avec des étudiants qui sont dans une évolution eux aussi, qui sont de la génération X, Y, Z, voilà, et qui aujourd'hui sont dans des amphis ou pas trop dans des amphis justement, sur des modes learning by doing, avec du fact-checking en direct sur Internet. Et donc le numérique est aussi une façon d'aborder les choses. De manière différente, où on passe d'un système où on est fondamentalement, où on était encore fondamentalement il y a quelques années, voire quelques dizaines d'années, en mode push d'information. Hier, j'étais dans un colloque qui s'appelait Learning by Doing, où on renverse la donne, où l'information est disponible et on se sert de l'information et l'enseignant change de posture et devient un élément d'un outil collaboratif de construction petit à petit de la connaissance. Donc il y a ce côté changement de position et le numérique peut nous aider. Le deuxième volet, c'est le volet mondialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas imaginer, toutes les entreprises qui sont là ont des chantiers qui sont mondiaux. On peut pas imaginer d'avoir une formation qui soit égocentrée, française, voire européenne. Et cette question de la transition numérique est là aussi pour nous accompagner dans ce domaine-là, avec un accès à l'information différent et un partage d'accès plus important. Et puis le dernier volet qui vient contrebalancer ça, c'est et la CTI est très vigilante aussi sur cette question-là, qui est la question des soft skills, qui a été soulignée par un intervenant précédent, qui est quelque part la capacité à un étudiant d'une part d'interagir avec ses pairs dans le monde professionnel et aussi de faire évoluer son corpus. Et ça, c'est fondamental parce que bon, il y a le chantier de la retraite. Voilà, on est en train de former des gens pour 40, 45 ans, je sais pas, enfin on verra. Ce socle-là de soft skills, il est fondamental pour assurer une reconfiguration permanente des gens. Et donc on est dans une sorte de plateau dans une balance à 3 plateaux en essayant d'équilibrer les choses. Et il me semble que cet équilibre, il est fondamental dans nos structures de formation. On va demander à Anne-Marie Joly son sentiment. Oui, effectivement, il n'y a pas que des ingénieurs en robotique et en cybersécurité, il y a aussi des chimistes, il y a aussi des biologistes. Et c'est la raison pour laquelle la CTI a lancé cette année un focus numérique auprès des écoles qu'elle habilite, parce qu'évidemment, on voulait d'une part savoir l'état exact de l'évolution de l'avancée du processus numérique dans les écoles typiquement qui étaient dans le domaine numérique, mais aussi pour sensibiliser les autres écoles au fait que le numérique est maintenant vraiment un élément fondamental, même pour les chimistes, même pour les biologistes. Et pourquoi on s'est inquiété de ça ? C'est parce que quand des fois on discute, quand on va dans des collèges, dans des lycées avec des jeunes filles qui vous disent « moi je veux faire de la chimie pour pas faire de l'informatique ». Bon, en 2019, c'est un peu gênant d'entendre ce genre de réponse. Hein. Personnellement, je suis très investie dans Femmes ingénieurs et dans ces contextes-là, je vais pas mal parler, je suis roboticienne, parler du numérique dans les écoles et je suis vraiment affolée de ce genre de choses. Donc, je pense qu'il y a vraiment un vrai enjeu là-dessus parce que on parle tout le temps de transdisciplinaire, etc. Quand dans une école, on a en même temps de la chimie et de la robotique,
faut arriver à faire partager les réflexions, le travail entre ces différentes spécialités. On peut pas continuer à travailler dans des silos comme ça où les gens ne connaissent pas, même pas le vocabulaire de l'autre. Et c'est un des enjeux de la CTI pour nous, ce côté transdisciplinarité, parce qu'évidemment pour certains ça sera un outil, pour certains ça sera fondamental, évidemment. Pour l'ingénieur en cybersécurité, c'est quelque chose de fondamental. Pour l'ingénieur en informatique industrielle, c'est quelque chose de fondamental. Mais en même temps, eh bien, ce travail ensemble sur des projets, on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais c'est une des grosses avancées des écoles d'ingénieurs ces derniers temps. Des projets, particulièrement des projets fournis par les entreprises. On cherche comment faire intervenir plus les entreprises. Eh bien, beaucoup d'écoles, et je peux en témoigner parce que je vais dans beaucoup d'écoles pour habiliter, ont des projets fournis par des entreprises, ce qui donne effectivement, même si, parce que bon, l'école a toujours ce dilemme, on impose un nombre d'heures maximales parce qu'on veut pas que les étudiants soient complètement abrutis, et donc l'important c'est d'arriver à faire que on ait la science fondamentale, et je reviens à ce qui a été dit sur Dassault, c'est très exact ce que vous avez dit, et en même temps que dans les options de dernière année particulièrement, on ait une adaptabilité au métier. Et donc, on doit jouer en permanence sur un réglage entre ces deux aspects. Et c'est, je pense, la difficulté pour un directeur. Et donc, l'idée d'avoir des projets, par exemple, qui sont fournis par des entreprises et qui vont être gérés en équipe, ce qui en plus va donner des compétences soft skills sur le management d'équipe, etc., eh bien, c'est quelque chose dans lequel on va intégrer plusieurs aspects en même temps, un aspect technique, un aspect humain. Je pense que quand on a un temps limité, pouvoir en même temps faire des choses qui vont faire avancer d'un point de vue technique et faire avancer d'un point de vue soft skill, c'est ce qu'il faut rechercher. Et je pense que c'est vraiment, on parle de la formation d'ingénieur à la française par opposition à d'autres pays. Quand on va dans d'autres pays, soit, eh bien, les soft skills n'existent pas, c'est ce qu'on nous a un peu répondu en Flandre, où les entreprises nous ont dit, nous, c'est nous qui nous occupons des soft skills, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient la tête bien pleine. Bon, nous, ça nous a un peu fait sourire, puisque c'est pas du tout notre philosophie. Et en même temps, eh bien, cette nécessité d'imbriquer les choses. Et c'est fondamental parce que moi, je suis ingénieur, je suis sorti en 74, j'ai eu la chance de travailler successivement sur tous les sujets qui ont été évoqués, sur l'intelligence artificielle, etc. Donc, tout ce que j'ai fait dans ma carrière, rien de ce que j'ai appris à l'école, je ne l'ai utilisé, j'ai dû apprendre au fur et à mesure. Donc j'insiste aussi sur le fait que parmi les compétences, on a une compétence qui est apprendre à apprendre. Et c'est quelque chose qui s'apprend déjà à l'école. Et je vois que chez les jeunes actuels, c'est quelque chose qui est pris en compte et c'est vraiment quelque chose de fondamental. Mais évidemment, lorsque l'on a cette évolution des métiers, on doit être capable, à un moment donné, de commencer à travailler sur un sujet en école d'ingénieur ou en doctorat, on va y revenir par la suite, et pouvoir évoluer. Bon, on voit bien que les méthodes agiles, par exemple, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé avant et maintenant qui sont assez développées. Donc c'est vraiment important d'arriver à faire le pluridisciplinaire, à marier le soft skill et le technique en permanence. Quelles sont les autres compétences que vous envisagez au niveau de la formation des ingénieurs? Donc il y en a déjà beaucoup, bien sûr, et puis il y a beaucoup de spécificités, c'est ça la difficulté de la formation d'ingénieurs. Vous avez parlé de soft skills, ça c'est nouveau, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Nouveau. Non, la CTI, écoles, vraiment, oui. Mais en même temps, on prêche ça quand même depuis des années. Hein. C'est vraiment, je dirais, ce qui différencie l'ingénieur à la française d'autres ingénieurs, type ingénieur de recherche qu'on peut avoir, par exemple, en Flandre. Est-ce que vous voyez par exemple un exemple neurosciences, éthique, co-création? Est-ce que ce sont des thèmes? Bien sûr, mais on les a pas classés comme ça parce qu'il y a 14 attendus de formation demandés par la CTI et on s'est inquiété plutôt de les classer vis-à-vis des besoins de l'entreprise, vis-à-vis des besoins de la société, vis-à-vis des besoins intrinsèques de connaissances. Et donc, ça veut dire que pour une branche donnée, on va pouvoir effectivement introduire des aspects spécifiques. Patrick Aubertelli vous parlera tout à l'heure par rapport aux soft skills. Évidemment, l'éthique, particulièrement par rapport à l'industrie 4.0, c'est quelque chose de fondamental. Et actuellement, eh bien, quand on va habiliter une école qui fait de l'informatique ou du numérique, la première chose qu'on va regarder, c'est si effectivement, en plus, elle traite de tous ces sujets d'éthique, d'acceptation des technologies. Mais bon, c'est évidemment quelque chose de fondamental pour nous. Alors après, que ça se développe dans des branches variées, oui.
Mais l'important pour nous, c'est qu'à chaque fois, ça reste connecté à de l'éthique, à du développement durable, à des aspects comme ça. Et donc, ça veut dire que finalement, tout le monde ne fera pas le même développement durable, tout le monde ne fera pas la même éthique, mais ce qui est important, c'est de l'avoir appliqué à la spécialité donnée. Merci beaucoup. J'ai plus de micro, je suis désolée, donc je vais parler un petit peu plus fort. Ça remarche, ça y est. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir sur les compétences transversales pour les ingénieurs? Steve Peguet. Voilà. Je passerai à mon collègue derrière, comme ça on bougera là-dessus. Non, je trouve ça très intéressant. Ce qui est rigolo, alors je parle de l'informatique parce que c'est quand même notre domaine de prédilection et je suis entièrement d'accord. Maintenant, il y a beaucoup plus de pluridisciplinaires, mais narité, mais c'est pour prendre des choses aussi un peu concrètes. On parlait des enjeux du développement, du climat, et on parlait tout à l'heure des langages et de l'évolution de l'enseignement du développement. Alors si je prends un ingénieur développeur, l'ingénieur d'études, qu'on aime bien terminer, c'est vrai qu'aujourd'hui on leur a appris tous des langages très évolués. Du coup, plus personne ne sait ce que c'est, je vois les ingénieurs qui viennent en entreprise, ce que c'est que la complexité d'un algorithme, combien ça use de RAM, combien ça use de CPU. Et quand on voit qu'aujourd'hui le numérique, c'est le même effet de gaz à effet de serre que le trafic aérien, et personne n'en parle. Regardez le salon du Bourget, c'était le sujet du salon du Bourget de cette année, justement, l'avion, et vous en avez parlé, qui est hybride, qui consommera moins demain, et personne ne regarde ça sur le numérique, à part sur les data centers. Ça fait longtemps qu'on a d'ailleurs bien évolué là-dessus, notamment grâce à la loi Moore, sur ces sujets-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de revenir quand même à un certain nombre de fondamentaux pour permettre, voilà, moi je travaille beaucoup par exemple sur l'éco-conception, sur comment développer des applications pour qu'elles consomment peu. Ce qui est utile pour votre téléphone portable, parce que vous voyez que maintenant vous cherchez une prise électrique avant la fin de la journée, parce que, et je vous dis pas quand je le passe à mes enfants, alors là ça fait de l'heure, parce qu'ils doivent pas avoir les mêmes usages que moi, et donc utilisez pas les mêmes applications qui sont encore moins éco-conçues sur ce type de choses-là. C'est un véritable enjeu. Quand on parle de blockchain, on fait de la green blockchain. La blockchain, quand même, c'est un des gros problèmes. Par exemple, le Canada a refusé d'héberger la blockchain, pourtant c'est l'endroit du fait de sa température où il y a le plus de data centers sur le sujet, parce que derrière, ils avaient peur de ne plus avoir d'électricité pour ses propres habitants. Donc l'enjeu est non négligeable. Il va falloir revenir donc du coup à prendre en compte la ressource. On parlait d'industrie 4.0, on parlait de procédés et matériaux. On sait qu'un certain nombre de filières va s'épuiser. Il va falloir retrouver des nouveaux matériaux. Donc ça c'est bien pour les scientifiques, mais c'est aussi bien pour les ingénieurs à comprendre et à prendre en compte justement cette ressource-là, pas sur simplement un temps court. Et on est dans les entreprises souvent quand même dans des temps courts, mais des temps à moyen terme, et trouver des solutions de demain sur ces enjeux-là, parce qu'on voit que aussi pour nos jeunes, c'est une question de raison d'être, c'est une question d'enjeu, et c'est sur les sujets-là qu'ils veulent aussi être amenés à travailler. Autre compétence éventuellement transversale, on va passer la parole à, alors dans l'ordre, Jacques Fayol, puis Hubert Labourdette. Je prends le micro sur le passage. Je pense que dans les compétences transversales, il y a vraiment une révolution sur laquelle on est juste devant là, qui est l'aspect collaboratif et l'aspect d'apprendre à plusieurs. C'est l'antithèse de ce qu'on est en train de faire en ce moment même, qui est un prof ou 2, 3, 4 soi-disant experts qui sont à la table et qui poussent de l'information devant une assemblée qui écoute ou qui fait autre chose, qui fait ses textos, ses mails, son Facebook, etc., etc. Et ça, aujourd'hui, quand on essaye de faire ça dans une école, on a un temps d'attention qui diminue pour plusieurs raisons. D'une part, parce que les étudiants ont évolué, mais aussi parce que les enseignants ont évolué et qu'ils ont eux aussi envie de faire des choses de manière différente. Donc cet aspect de dire on bascule les choses en disant on n'est plus dans un phénomène descendant, mais on est dans un phénomène de construction collective, du learning by doing, alors ça a été dit dans l'intro, je dirige un réseau qui est un réseau des Learning Labs. La manière de configurer des salles pour faire de l'apprentissage, avec des salles qui sont plus en randonnion, mais des salles où on est sur des îlots, qu'on reconfigure en fonction de, Anne-Marie le disait, en fond des projets, donc on est sur des équipes projets avec des petits groupes, et puis l'enseignant est mobile entre les salles. Ça donne une formation qui est de nature différente, et qui est sans doute plus proche au passage de ce qui se passe le lendemain quand ils sont en entreprise,
dans une équipe projet, etc. Donc ça me paraît quand même assez transformant dans la façon de construire la connaissance. Ça, j'aimerais qu'on y revienne dans quelques minutes. D'abord, j'aimerais qu'on continue sur les compétences transversales que vous aimeriez, notamment vous, Hubert Labourdette, vous parlez de pluriculturel. Oui, exactement. Donc, je vais d'abord définir ce que c'est que la culture dans ce contexte-là. On a tous une certaine culture intrinsèque qui est liée à sa nationalité, à sa langue, à son expérience, à la filière dans laquelle on travaille. Évidemment, un informaticien, un juriste et un mécanicien ne parlent pas de la même façon, ne raisonnent pas de la même façon. Des gens qui viennent de pays différents ne raisonnent pas de la même façon et ne parlent pas de la même façon, n'ont pas les mêmes codes. On voit bien qu'on a des projets de plus en plus complexes et que le fait d'être capable de faire travailler ensemble et de comprendre des gens qui ont des cultures différentes devient crucial. Personnellement, je m'occupe de 2 co-entreprises sur ITER, qui est quand même le plus grand projet scientifique au monde, qui regroupe 35 nationalités différentes. Je m'occupe de 2 co-entreprises qui font à la fois de la maîtrise d'œuvre de bâtiments et de la construction d'équipements. Donc des choses qui sont quand même relativement complexes parce que le projet est complexe, mais ce ne sont que des bâtiments, des pompes, des vannes et des échangeurs. On voit bien que la principale difficulté que l'on a n'est pas de s'accorder sur ce process qui est complexe, mais qui est de bien se comprendre, de bien travailler ensemble, de bien interpréter, échanger les expériences que l'on a et se mettre d'accord sur un consensus. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas souvent, en fait, et qui est assez complexe à mettre en œuvre. Alors, je peux vous donner quelques pistes. Moi, j'utilise beaucoup des instituts qui sont capables de vous expliquer ce que c'est que la culture de votre contrepart. Donc, par exemple, je fais de la formation aux employés de ces sociétés à la culture coréenne. Vous ne travaillez pas avec des Coréens comme vous travaillez avec des Italiens, c'est comme ça. Les codes ne sont pas les mêmes, les façons de travailler ne sont pas les mêmes. Je fais faire aussi beaucoup de MOOC, et je vais faire des MOOC dans une perspective d'ouverture à d'autres cultures. Par exemple, faire former un ingénieur à un MOOC sur la gestion de crise qui est mis en place par la gendarmerie française, ça a bien sûr rien à voir avec son métier d'ingénieur. Néanmoins, ça va lui donner une façon de décoder, une façon de comprendre comment on peut gérer une crise quand une usine est en panne. Donc c'est un peu du transversal, et ça, je pense que c'est des compétences dont on aura de plus en plus besoin parce que les projets que l'on gère sont de plus en plus complexes. Merci beaucoup. Laurent Cervoni, pour vous aussi, il y a plusieurs formes de se former en fait au métier d'ingénieur. Là, on a parlé des MOOC, mais vous avez d'autres propositions. Pour rejoindre déjà ce qu'ont dit mes 2 collègues, on va penser qu'on a répété avant. Effectivement, l'aspect interdisciplinaire est très très important. On peut pas imaginer aujourd'hui, par exemple, un médecin qui s'intéresserait pas à l'intelligence artificielle serait bien embêté, puisque je pense que là, pour le coup, en 2040, il sera largement aidé par des outils numériques et des outils d'IA, et de même. Vous parliez de biologistes, dans tous les métiers, évidemment, l'IA et le numérique seront utiles. Et de toutes les façons, il est impossible aujourd'hui d'avoir une vision globale de toutes les technos. Si on prend ne serait-ce que les données qui sont produites sur Internet, alors les chiffres peuvent paraître énormes, mais on a fait en 2010, il y avait 2 milliards de téraoctets de données produites. Si on poursuit la courbe des données produites, en 2040, on serait à 2000 milliards de téraoctets. Donc évidemment, un individu seul a peu de chances d'avoir un savoir-faire, d'être omniscient. Mais c'est vrai que sur la formation, ce qu'évoquait Jacques Fayolle est important. Les entreprises sont passées d'un mode pyramidal qui était le mode de fonctionnement du moment où finalement la société était assez peu éduquée, à maintenant un mode de travail en réseau. Et il faut évidemment que les étudiants, les ingénieurs, quand ils sortent, ils aient ce mode de fonctionnement collaboratif, ce mode de fonctionnement en réseau, qui est le mode de fonctionnement standard dans les entreprises. Enfin, pas dans toutes encore, mais dans la plupart des entreprises, on essaye de fonctionner en réseau et non pas de manière pyramidale et sous forme de strates. Et donc, c'est vrai qu'il faut faire évoluer donc du coup les enseignements
dans ce sens-là. Alors on a évoqué les MOOC, il y a le micro-learning, il y a la formation tout au long de la vie. Et donc par exemple chez Talent, on essaye de travailler avec les écoles, avec les MBA aussi. Hier j'intervenais à l'Institut Léonard de Vinci qui a créé un MBA en intelligence artificielle. Et donc, il faut évidemment poursuivre l'enseignement au-delà du diplôme d'ingénieur. Le doctorat, on en parlera dans quelques minutes, est aussi une forme de poursuite de l'enseignement en étant aussi sur un aspect finalement une forme d'apprentissage, puisque le docteur intervient en entreprise. Et donc, je pense que là, il y a effectivement une évolution sur les années qui viennent des méthodes d'enseignement, des contenus des enseignements, évidemment, qui vont avec l'évolution. Alors, science ou techno, peu importe, mais en tout cas, qui évoluent. Alors on sait tous qu'il va y avoir plein de nouveaux métiers qu'on ne connaît pas. Les écoles d'ingénieurs françaises travaillent déjà beaucoup avec les entreprises. Est-ce que on peut encore renforcer plus la collaboration entreprise-école? Qui veut répondre? Anne-Marie Joly peut-être? Est-ce qu'il y a encore de la marge? Déjà, on a des minimums d'exigences. Bon, autrefois, on disait 25, 75. Maintenant, on dit un chiffre significatif d'intervention de professionnels dans la formation, mais ça rejoint quand même la même chose. Et donc, de plus en plus, comme je vous disais, on voit des écoles qui, sur cette pédagogie projet qui se développe et qui, pour moi, vraiment, et Jacques l'a rappelé, pour un élève qui arrive le lendemain en entreprise, dans le cadre de son métier, il est beaucoup moins surpris. Ça, c'est important aussi. Eh bien, donc, on a cette possibilité que l'entreprise pose des projets, que l'entreprise travaille avec les labos de recherche qui eux-mêmes travaillent avec les étudiants, que l'entreprise intervienne dans les conseils de perfectionnement, dans les conseils d'orientation, dans le conseil d'école, bien sûr, ce qui est un élément important si on veut orienter une trajectoire. Et puis derrière, il y a bien sûr les stages qui sont un impératif exigé par la CTI pour toutes les écoles. Et donc, du coup, il y a pas mal de choses de faites. Mais bien sûr, on peut toujours progresser. Et donc, on observe les chaires d'entreprise qui sont vraiment un bon outil pour, dans certaines spécialités où c'est nouveau, développer des choses. Et je pense qu'on n'a pas encore imaginé toutes les modalités qui peuvent exister dans cette coopération, évidemment. Qui veut répondre? Jacques Fayolle. Un tout petit mot parce que tu as oublié Anne-Marie, mais c'est la question du développement de l'alternance et de l'apprentissage. On a une loi là, choisir son avenir professionnel, qui est en train de démarrer. Et quand on regarde les indicateurs de création, de formation et d'effectifs dans nos écoles, on a 2 points de croissance qui sont très importants. On a un certain développement, notamment au niveau post-bac, sur les primo-entrants au travers des écoles privées, parce que le modèle économique fait que elles sont en capacité de répondre de manière un petit peu plus rapide que les écoles publiques, et c'est bien dommage, à la demande de formation à la fois des jeunes et des entreprises, et donc d'assurer cette fonction de transfert. Et le deuxième élément de croissance, c'est les formations en apprentissage. Parce que le modèle économique le permet aussi, parce qu'on est aussi une fonction de transfert avec ses contraintes économiques, et elles sont de plus en plus, le mot contrainte est juste, et c'est un élément de réponse à ce que vous soulignez, parce que c'est non pas une juxtaposition entre une partie académique et une partie entreprise, mais c'est bien une co-construction de compétences qu'on fait là directement avec les entreprises. Encore une question, Steve Peguet veut intervenir. Juste pour compléter, le besoin d'entreprise aujourd'hui, il est difficile, c'est développer aussi des filières d'excellence à la française. Alors ça a l'air idiot, il y a des sujets où on y arrive sans problème, par exemple, par rapport à d'autres pays, on parlait beaucoup de data science, d'IA, etc. Je considère qu'en France, on a une filière d'excellence. D'ailleurs, on vient de nous débaucher les étudiants, et la concurrence, elle vient de l'étranger, sur ces sujets-là. Par exemple, on a développé toute cette filière-là avec l'ENS et tout le plateau de Saclay, et on a beaucoup travaillé. Il y en a d'autres où je pense qu'elle est encore à construire. C'est pas qu'on n'a pas les écoles, c'est qu'on n'a pas la filière. Moi, je dis bien la filière, c'est vraiment la structuration entreprise, plusieurs écoles, les labos, tout ce que vous disiez justement derrière. Par exemple, cybersécurité, pourtant on a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'écoles qui travaillent sur ces sujets, la filière est pas structurée. Et nous, on a du mal à recruter. Et pourtant, c'est un sujet en explosion, tout le monde le dit derrière, ce sujet. La biotech, vous en avez parlé,
C'est pas qu'on n'a pas les écoles, c'est pas qu'on a les champions, on a Sanofi, on a Biomérieux, on a des entreprises derrière. La filière est pas encore structurée. Je sais qu'on travaille, nous, par exemple, avec cette filière-là, pour le campus biotech, pour justement voir comment le numérique peut aider sur ce sujet-là, et c'est un des enjeux. On va le développer. Alors ça prend du temps, ça structure, bien sûr. L'État, les financements, tout ça aussi a un rôle à jouer là-dedans. Mais en tout cas, je pense que ces filières d'excellence, un peu nouvelles, on pourrait dire, par rapport à ces nouveaux enjeux, nécessitent aujourd'hui en fait un temps beaucoup plus court pour se structurer que ça ne peut l'être dans les années précédentes où on avait peut-être un peu plus de temps pour que cette structuration se fasse, je dirais, plus naturellement. Et c'est ça peut-être un des enjeux dans nos relations, c'est de développer ces filières d'excellence beaucoup plus rapidement que ce ne l'a été par le passé. Merci beaucoup. Dernière question, après on va passer la parole à la salle. On a parlé tout à l'heure, vous avez parlé d'égalité homme-femme. Moi j'ai envie de dire plutôt, n'est-ce pas plutôt les élèves de première et de terminale qu'il faut motiver pour, ou en tout cas pour travailler et faire des études d'ingénieur, en tout cas pour les motiver à venir travailler dans l'industrie et dans les entreprises, parce qu'on voit que quand on a fait des petits sondages chez les lycéens, la majorité de ceux qui commencent leur terminale ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire. Qui veut répondre ? Donc effectivement, je pense qu'il y a vraiment un enjeu pour vous tous qui êtes en entreprise, hommes et femmes, à aller dans les écoles, le primaire, le collège, le lycée, expliquer ce que vous faites. Parce qu'en réalité, moi je pense qu'il y a un vrai besoin, une méconnaissance, et du coup, quand il y a méconnaissance, il y a peur. Et il y a effectivement en plus des discours qui traînent dans les médias sur combien on va gagner, l'histoire aussi du développement durable où on a dit l'ingénieur c'est le sorcier des temps modernes, alors qu'en réalité, on va le voir tout à l'heure, on va en reparler, c'est vraiment important de le dire et de le répéter, l'ingénieur c'est lui qui va réparer, trouver des solutions pour le futur, pour l'enjeu, la transition énergétique, pour plein de sujets comme ça. Et donc, je pense que des gens enthousiasmes de leur métier, des gens encore en activité, parce qu'il faut pas que ça soit que des gens comme moi qui sont des vieilles peaux, qui aillent dans les collèges et les lycées, expliquer que c'est super. Non, mais je pense que c'est vraiment important. Je pense que vous vous rendez pas compte de l'enjeu qu'on peut avoir dans une présentation. Moi, je fais ça depuis 98 et je rencontre encore au fin fond de la France des gens qui m'ont dit c'est super, j'ai fait des études d'ingénieur après ce que vous m'avez raconté, mais je pense qu'on manque de bras et vraiment c'est fondamental. Il y a que ça qui marche parce que par ailleurs, évidemment, on voit d'autres métiers à la télé, dans des séries, ça n'existe pas en France. Donc c'est vraiment important d'y aller soi-même et de témoigner. Voilà, faut créer une série pour les ingénieurs. S'il y a des créateurs de films dans la salle, on va les appeler à faire une série pour vous. Oui, l'importance du storytelling est fondamentale et Femmes ingénieurs, par exemple, qu'on fait, permet de contribuer à ça. Mais on a une opportunité qu'il faut pas louper parce que on a sur un système où on essaye de travailler, ça fait, Anne-Marie le soulignait, ça fait des dizaines d'années qu'on est sur ce sujet-là. Comment est-ce qu'on amène plus de femmes dans nos écoles pour en diplômer plus et demain avoir plus de femmes ingénieurs. Donc on est sur une évolution, on gagne quelques pourcents par an. Et quand je dis quelques, voilà. Et si on continue sur cette évolution, on est sur un objectif qui est l'objectif de parité naturelle à atteindre, qui nous amène au-delà de 2030, 2040, voilà. Et c'est pas satisfaisant. Et là, on a une opportunité qui est la réforme du bac qui casse un modèle. Où quand on regarde soit post-bac, soit à bac plus 2, la proportion de femmes qu'on a dans nos écoles est très exactement la même que ceux qui passent les concours aux grandes écoles ou les concours post-bac. Donc la question, elle est en amont. Et la question, elle est sur quel est le profil d'étudiants dans le lycée qui va aller faire des choix de spécialité qui vont lui permettre d'aller dans des écoles. Et le fait qu'on casse le bac S et qu'on propose des dispositifs plus ouverts sur lesquels on va aller, par exemple, on parlait du numérique, avoir un jeune qui a fait des choix biologie, maths ou économie maths, quand demain on va travailler sur des questions de données, par exemple, c'est évidemment des profils qui vont nous intéresser.
et qui aujourd'hui vont plus naturellement sur des études de santé ou sur des études d'IAE, d'école de commerce ou de ce type-là. Et donc, on a une opportunité là qu'il faut pas louper parce que le système va se reconstruire, il va y avoir des habitudes qui vont se reprendre derrière, et donc la transition actuelle du lycée doit nous permettre, et c'est l'ambition qu'assume la CDFI, de transformer un peu la typologie des jeunes qui candidatent dans les écoles au niveau bac ou au niveau classe préparatoire. Hubert Labourdette, dernière intervention, et puis après, on laisse la salle poser ses questions. Oui, juste pour compléter ce que vous avez dit, madame, au niveau du Syntec, on a quelques initiatives pour essayer justement d'attirer les jeunes dans les métiers de l'ingénierie. Je citerai simplement le MOOC qui est disponible sur Fun Université, qui est destiné aux lycéens afin de leur faire prendre conscience et connaissance de ce que c'est qu'un métier d'ingénieur, qui est toujours assez difficile à définir. Donc n'hésitez pas à diffuser cette information. Je pense que on a tous eu des enfants, ou on aura tous des enfants qui auront des problèmes d'orientation, et on voit bien que dans ces cas-là, l'accès à l'information est toujours compliqué. Ça, c'est une première activité. La deuxième, c'est le fait de plus coller aux préoccupations des jeunes et des jeunes pros. Donc, on a mis en place une démarche des ambassadeurs de l'ingénierie, qui sont des jeunes qui viennent de rentrer dans le métier et qui vont au contact des écoles d'ingénieurs et des lycéens. On a mis en place un conseil jeunes pro pour les associer au fonctionnement du Syntec, et on est en train tous de signer une charte d'engagement sur le climat qui correspond d'abord à ce qu'on veut faire, mais aussi à rendre visible ce qu'on veut faire pour attirer les jeunes. Merci beaucoup. Alors, eh bien à vous maintenant. Qui veut poser la première question, monsieur? Bonjour, vous avez beaucoup parlé des... Jacques Bongrand, IESF. Vous avez beaucoup parlé des compétences nécessaires de plus en plus vastes, et vous avez fait ressortir que le métier d'ingénieur sera peut-être de plus en plus encore un métier de masse. 100% d'ingénieurs dans une start-up, 10 000 ingénieurs de plus chaque année. Alors, est-ce que vous pourriez maintenant nous dire votre avis sur la répartition des fonctions d'ingénieur entre un travail d'étude, d'expertise, même à champ large, et un travail de coordination de chef de projet. Au fond, est-ce que à l'avenir, on risque plutôt de manquer de chefs ou alors de manquer de gens qui savent et dont on a besoin? Bon, du coup, on passe le micro parce que on a du mal à savoir qui doit répondre en premier. Moi, je peux voir que l'aspect côté entreprise pour le coup. Et donc, effectivement, quand on recrute des ingénieurs, en tout cas, ce que les ingénieurs, quand ils candidatent effectivement comme ayant été formés en théorie pour être chef. En tout cas, quand ils arrivent et qu'ils candidatent, ils disent « moi, je veux être à minima chef de projet ou directeur de projet d'ailleurs ». Le problème des entreprises, c'est qu'elles veulent recruter des juniors qui ont 3 ans d'expérience. Pour être chef, il faut qu'ils aient 3 ou 4 ans d'expérience. Donc c'est vrai qu'il y a une difficulté, et on en revient à ce qui a été dit, c'est que finalement, il faut ce lien avec l'entreprise dès le cursus. Mais maintenant, le stage, dans les années 80, c'était original que les entreprises, c'était l'Essier, je crois, qui avait commencé par ça. Maintenant, c'est une obligation que dans les écoles d'ingénieurs, il y ait ce stage. Donc, ce qui fait qu'il faut quand même que l'ingénieur, il ait une compétence, je dirais, une compréhension de l'entreprise pour pouvoir prétendre à ce rôle de chef de projet et de coordination. Mais pour qu'il puisse être un bon coordinateur, il faut absolument qu'il y ait des formations au design et aux méthodologies d'encadrement d'équipe. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui l'intègrent. On peut bien coordonner un projet quand on est capable de travailler en collaboratif, faire travailler plusieurs personnes ensemble. Et ça, les enseignements aux méthodes, au design, aux méthodes agiles, au collaboratif, il y en a assez peu. Et ça, effectivement, il faut d'abord que ça soit enseigné pour que les ingénieurs puissent prétendre à ce statut-là. Il y a un autre point dont on n'a pas parlé. Vous évoquez le statut
statut, donc être coordinateur ou être finalement plus dans des tâches d'exécution. Mais il y a aussi quelque chose qui est très important dont on n'a pas parlé, qui est la filière devenir docteur après ingénieur. Et alors du côté de l'Andes, les chiffres qu'on a, c'est que je crois que c'est à peu près 5% des doctorants viennent d'écoles d'ingénieurs. Je crois que c'est à peu près le chiffre. Ouais, peut-être 7, voilà. Donc on est quand même très très bas, alors que à la fois pour l'ingénieur et pour l'entreprise, c'est un atout considérable de passer par le doctorat. Le doctorat, pour l'entreprise, surtout si c'est un jeune docteur, c'est 0 coût. Et c'est même finalement de l'argent gagné, parce qu'avec le CIR, avec les bourses CIFRE, avec la procédure jeune docteur, le crédit impôt innovation pour les PME, c'est des coûts de fonctionnement qui sont déduits. Donc pour l'entreprise, c'est tout bénef. Et pour l'ingénieur, ça lui permet d'être finalement en entreprise, d'être rémunéré et d'acquérir des compétences nouvelles et d'apporter aussi du savoir-faire et d'aller sur justement aussi des filières supplémentaires, parce que de travailler d'apporter de la R&D dont on a absolument besoin en entreprise. Et ça, c'est un aspect, vous voyez, qui est encore trop anecdotique, je trouve, dans la filière, enfin la passerelle ingénieur-docteur. Juste compléter, on a eu un gros problème en France où on avait tendance à plus payer le chef de projet que l'ingénieur d'études et pas valoriser justement les profils techniques. Pour faire simple, et plutôt les profils de management. Alors ça, c'était vrai avec le lean management et toute une culture qui est en train d'être bouleversée d'ailleurs avec les startups. Et aller aux États-Unis, un ingénieur développeur, il est pas payé comme en France, il n'a pas du tout le même profil derrière, et je peux vous dire que derrière, ils sont beaucoup plus payés que certains managers de leur propre entreprise. Et dans la Silicon Valley, et on le voit aussi dans les startups d'ailleurs, le profil change. Donc ça, je pense que c'est ce qui va tout bouleverser, cette proportion, cette gestion de carrière qui était un peu classique avant derrière, et c'est pour ça que je parlais d'organisation bimodale, et c'est pour ça que nous on a mis en place des communautés d'experts. Et on a par exemple un niveau distinguished où il a d'ailleurs des actions chez nous, en termes de valorisation. Parce qu'on considère que cette expertise, parce qu'on parlait tout à l'heure de la créative compétence, si on veut la conserver, pour le coup, c'est ce qu'on va dire l'équipe people, pour utiliser des termes RH sur ces sujets-là, bah oui, il faut complètement travailler l'attractivité. Et aujourd'hui, je pense que des chefs de projet sont plus interchangeables qu'un expert dans cette créativité de compétences qui, lui, est clé pour notre image, mais aussi pour notre business. Donc ça, c'est en train de changer, et je pense être bouleversé, et qui fait que derrière, cette attractivité va être inversée. L'avantage, c'est qu'on a des formations d'ingénieurs qui sont capables, demain, d'évoluer aussi dans ces deux typologies de postes, et de faire justement, un coup, je suis manager d'une équipe, un coup, je suis expert dans une autre, et c'est ça qui va être intéressant. Oui, j'avais le micro, si je peux. Donc, Claudine Herman, Femmes et Sciences. Je voudrais aller dans le même sens que ce qu'a dit Anne-Marie. Je crois que c'est très important de rencontrer les jeunes filles et garçons pour leur expliquer ce que c'est que le métier d'ingénieur des scientifiques. Mais il y a un problème d'échelle. Parce que les associations comme les nôtres, on rencontre une dizaine de milliers de jeunes par an. C'est beaucoup pour nous, mais ils sont 500 000. Donc, en fait, tant que les personnes qui y vont feront ça sur leur congé ou parce qu'ils sont retraités, on ne pourra pas résoudre le problème. Il faudra absolument qu'il y ait des gens qui fassent ça sur leur temps de travail et que les entreprises les libèrent pour ça. Je voudrais juste compléter parce que ce qu'elle dit, on a tous aussi un rôle en tant que parents. Sur le sujet, moi j'y suis confronté, j'ai une fille qui a aussi bien ses études là, qu'au lycée. Bien sûr, je voudrais qu'elle fasse comme papa, comme toujours. Donc je l'ai emmenée en entreprise, je l'ai fait rencontrer tous les métiers d'ingénieur, et il y a rien à faire. Elle veut faire médecine. Qu'est-ce que je peux faire? Je renvoie la chose. On a un vrai problème d'image. Surtout dans l'informatique, je vous raconte pas l'image du geek chez les filles. Je dis ça en tant que papa, je dis ça et je l'exprime d'une telle manière. On a un vrai souci culturel justement sur cette problématique-là, et je pense que je dirais la vraie boule de secours, le sentiment que j'ai, c'est ce que vous disiez, c'est demain le numérique par exemple est complètement dans le médical. On le voit, je veux dire, vous l'avez dit, dans le médecin derrière, et donc du coup, et on voit d'ailleurs aussi, on a parlé de la réforme du bac, mais on est en train de voir la réforme de la filière médecine, ça a été introduit derrière, et les passerelles justement des filles qui font médecine, qui sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. C'était pas le cas il y a 40 ans, je crois que c'est 80%, c'est l'inverse du métier d'ingénieur. Et je pense qu'il y a un travail de récupération de passerelles de filières pour permettre que
les filles qui étaient attirées par la médecine, mais qui parce que de toute façon il y a un concours et il y aura toujours qu'on puisse les récupérer beaucoup plus facilement. Et je pense que là, on sera pas à quelques pourcents avec le peu d'efficacité qu'on a aujourd'hui, tous à essayer de revaloriser cette filière-là, mais justement de récupérer tous ceux qui, pour une raison X, Y, Z, n'y arrivent pas, en récupérant aussi cette compétence et cette affinité, parce qu'elle est réelle, pour pouvoir justement réorienter, et nous aussi dans les filières dites ingénieurs, savoir prendre en compte aussi ces compétences de soft skills, ce que vous disiez tout à l'heure, ces compétences nécessaires, et les valoriser beaucoup plus, nous dans l'entreprise, sur le moyen d'adresser ce problème-là, que je trouve que ça fait des années. Moi, je suis sorti d'école d'ingénieur il y a quelques années, j'ai pas trouvé que le pourcentage par rapport à aujourd'hui a beaucoup évolué, et on manque de fans, nous, chez Atos, je le dis franchement, et pourtant on fait tout pour, toute une politique derrière, on a augmenté, mais on n'est pas sur la croissance escomptée. Et donc, il y a un véritable enjeu sur le sujet. Juste un complément. Effectivement, la réforme des études de santé, c'est une vraie révolution. Et ce qu'envisage, ce qu'a présenté Giuseppe tout à l'heure des premiers cycles santé, des parcours santé, qui vont amener à autre chose, est fondamental pour répondre à cette question de la mixité. Pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, l'accès aux études de santé, qui s'appelait, la première année d'études de santé, la PACES, va voir son volume d'étudiants réduit d'un facteur 3 à partir de 2021. Donc ça veut dire qu'il y a 2/3 des étudiants qui essayaient de rentrer dans des études de santé qui iront ailleurs. Et le ailleurs, c'est des majeurs scientifiques, des majeurs économiques, des majeurs droits, avec des parcours santé, avec derrière une affectation du numerus clausus pour entrer dans des parcours santé qui sera répartie sur ces nouveaux dispositifs. Si, et on le dit à nos écoles, si les écoles ne se mettent pas en situation de proposer des parcours post-bac avec des mineurs santé pour récupérer ce public-là, d'une part, on loupe une opportunité, et d'autre part, derrière, on ne permet pas de répondre à la deuxième facette de la demande, que si je le fais vraiment avec les mains, il y a usine 4.0, 5.0, usine du futur, et il y a l'homme augmenté, qui sont les deux grands chantiers de demain. Et l'homme augmenté, si on a des étudiants qui ont cette appétence-là pour des parcours santé, ces domaines-là, c'est un public tout à fait adéquat. Oui, bonjour, je suis du Val d'Oise, comme Atos d'ailleurs. En parlant d'égalité ou d'inégalité hommes-femmes, en Val d'Oise, il y a une école d'ingénieurs qui s'appelle l'école de biologie industrielle, qui a 80% de femmes ingénieurs. Et en plus, on leur apprend à créer des entreprises, puisqu'ils font des concours annuels par groupe de 10, dont il y a 8 femmes et 2 hommes, pour créer une entreprise en biologie industrielle. Donc, cher Monsieur Péguet, c'est la biologie industrielle, mais il y a de l'informatique aussi. Donc voilà, un simple témoignage. Alors pourquoi? Peut-être parce que la directrice, le directeur, qui est une directrice, gérée par une femme. Donc, si vous voulez plus de femmes ingénieurs, mettez des femmes directrices d'écoles d'ingénieurs. Bonjour. Merci pour votre intervention. Agnès Grisard, moi je suis dirigeante de ma structure, Andante, et je suis sortie d'une école d'ingénieurs qui est située à Strasbourg il y a 25 ans. J'en suis à mon 4e métier et aujourd'hui j'accompagne les experts, donc beaucoup d'ingés et d'ingénieurs, au développement des soft skills, du leadership, etc., etc. Donc je suis devenue une experte d'un autre domaine, celui de l'humain. Et pour moi, c'est tout à fait essentiel qu'on avance avec nos 2 jambes, celle de l'expertise métier et celle de la capacité à travailler avec des personnes qui parlent pas le même langage, dans l'expertise, dans le langage international. Je travaille de plus en plus avec des experts qui sont impliqués dans des réseaux transversaux ou avec des équipes distribuées. Les grosses problématiques, c'est se comprendre humainement. Et pourtant, ça, c'est universel.
Donc, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Je travaille avec le IDD aussi, avec les étudiants de 3e année, voilà, qui sont super dynamiques, qui ont envie d'avancer. Il y a une énergie incroyable dans cette école. Je peux en témoigner par rapport à d'autres milieux. Je vois qu'il y a vraiment des signaux qui montrent que ça avance, parce que les écoles d'ingénieurs ont encore malheureusement du retard par rapport aux écoles de commerce, par exemple, qui sont dans la formation soft skills depuis bien plus longtemps que nous. Voilà, donc de très beaux signaux que ça bouge. Monsieur, c'est la dernière intervention. Bonjour, Rémi Losno, je suis directeur de l'UFR Chimie de l'Université de Paris. J'ai bien aimé là, votre discours sur les docteurs. Je pense que c'est très très important que des ingénieurs deviennent docteurs. Mais je voudrais un peu continuer un peu sur ce que vous disiez aussi sur la nécessité du spectre sociologique des gens que vous accueillez, de vos problématiques de formation. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin en rapprochant les études d'ingénieurs de ce qui se fait dans les universités, dans toutes les universités, aussi bien dans l'Université de Paris que dans les autres. À l'Université de Paris, on a l'UIDD qui permet de faire cette marche de l'université vers l'école d'ingénieurs. Et je veux dire, ce qu'on attend un petit peu des écoles d'ingénieurs, c'est qu'ils soient plus proches des universités, en particulier au niveau du recrutement. Il y a un problème qui a été évoqué sur le lycée qui a changé. Il y a, je pense, un gros problème qui est la structure des classes préparatoires, qui peut être un peu bloquant sur la population de recrutement des écoles d'ingénieurs. Et donc, moi, j'invite énormément les écoles d'ingénieurs à s'intéresser, à avoir beaucoup plus de recrutement auprès de nos étudiants de licence, qui ont un mode de sélection qui est différent, qui a une sociologie qui est différente et qui finalement peuvent devenir très bons, seront encore meilleurs si vous nous permettez, en les recrutant davantage, d'avoir une aspiration du côté des licences pour faire venir dans nos licences des étudiants qui sont meilleurs que ce qu'ils sont actuellement. Donc on peut enclencher comme ça un processus qui serait extrêmement vertueux où les écoles bénéficieraient de toutes les diversités, toute la variation et toute l'originalité de la formation qui est donnée dans les licences, qui est faite par des gens qui font la science dans les universités. Et puis allons-y aussi, prenez des masters. Nous, en master, on peut prendre aussi des ingénieurs. Donc augmentons on va dire la coopération, la symbiose qui est écrite ici, juste derrière vous, où vous avez l'Université de Paris, IESF. Merci monsieur, on a bien compris, renforcement du doctorat avec donc les ingénieurs. Je vous invite à poursuivre autour d'un petit pot, d'un petit café. On va faire la pause 15 minutes avant d'entamer la seconde table ronde.